nosocomiales. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire un autre cours qui est important aussi, c'est le choc septique. D'abord, désolé, on n'a pas pu le faire en présentiel, mais je préfère le rattraper le même jour pour comme ça, on n'aura pas des dettes. Alors, donc le plan de cours, s'il vous plaît, faut mettre les micros éteints pour qu'on arrive à... Alors, donc le plan de cours, on va commencer par une introduction, bien évidemment, des notions épidémiologiques sur les infections nosocomiales, les chaînes de transmission qu'on a. Ensuite, on aborde le vif du sujet, c'est infections par site. On va voir les infections pulmonaires, les infections urinaires, on va voir les infections de site opératoire et voilà. On termine avec la notion d'hygiène des mains, qui est une notion extrêmement importante en matière de prévention des infections nosocomiales. Et quelques mots sur ce qu'on appelle les infections à bactéries multirésistantes et le risque qu'on a déjà et qu'est-ce qu'on risque d'avoir dans le futur. Et on termine avec une petite conclusion, Inch'Allah. Alors, donc l'infection nosocomiale, d'abord, vous connaissez ça en principe, c'est connu, comme quoi c'est une infection qui est acquise dans un établissement de santé. Pour qu'on dise qu'elle est acquise, et c'est ça la difficulté sur le terrain, il faut qu'elle soit ni présente, ça veut dire lorsque je fais l'hospitalisation de malade, l'infection, on n'a pas d'infection. Et ça, en parallèle aussi, il ne faut pas qu'elle soit en incubation. Qu'elle soit pas présente, peut-être c'est facile à checker. Par contre, qu'elle soit pas en incubation, c'est là où on a des difficultés enfin, on a des difficultés pour poser le diagnostic. Est-ce que c'est une infection qui était acquise auparavant et lorsqu'on a admis le malade pour une pathologie X, il y avait aucun signe, mais elle était en incubation, ou là, il n'y avait pas d'incubation et l'infection, elle s'est présentée à 100% dans la structure hospitalière. Et donc, en dehors de quelques infections virales, cette durée est très variable pour la plupart des infections. On parle de la durée d'incubation. Elle est variable, bien évidemment, des bactéries déjà entre les bactéries, des- cette durée, elle est variable. Sinon, si on compare bactéries et champignons, c'est la même chose. Mais la durée la plus retenue, c'est 48 heures. Voilà. C'est 48 heures. On pense que c'est 48 le délai arbitraire de 48 heures entre l'admission et la survenue des symptômes infectieux est habituellement retenu pour parler de l'infection nosocomiale. Mais on a des exceptions en matière des virus, on a des exceptions en matière de quelques bactéries qui ont une durée d'incubation qui est plus longue de 48 heures. Ensuite, il y a même un autre délai qui est extrêmement important à retenir. Pourquoi ça c'est important? C'est pour les responsabilités. C'est-à-dire, lorsque l'hôpital est responsable de l'infection nosocomiale, est responsable de sa gestion, de son diagnostic, etc. Par contre, n'est pas responsable d'une infection qui était en incubation et on a admis le malade pour une autre pathologie. Et c'est beaucoup plus pour les pays occidentaux. Pourquoi ils ont fait ces délais c'est pour les assurances beaucoup plus et pour définir les responsabilités de chacun. Ensuite, on a un autre délai arbitraire de 30 jours pour les infections de site opératoire lorsqu'on ne met pas de dispositif médical implanté. Par contre, si on implante un matériel étranger, exemple, une prothèse de genou, une prothèse de la hanche, n'importe quel dispositif qui reste, c'est là où ce délai-là, il peut aller jusqu'à un an.
Voilà. Donc, si un malade fait une infection dans l'année qui suit l'intervention opératoire pour une implantation d'une prothèse ou quelque chose comme ça, ça tombe sur l'infection nosocomiale et pas sur une infection qui a été acquise en dehors de la structure hospitalière. Et donc, ça a été changé avec le temps parce que, on a trouvé que ces infections nosocomiales n'existent pas que dans les hôpitaux, mais s'il vous plaît. Alors, on va ramener le micro maintenant. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Alors, on était sur que la définition a été changée. Pourquoi? Donc, on comprend qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on comprenne les nouvelles définitions. C'est avec le temps, on a remarqué que ces infections nosocomiales n'existent pas que dans les structures hospitalières. Par contre, elles existent dans les maisons de retraite, là où on garde des gens, des sujets âgés, etc. On peut avoir de l'infection, ça c'est un. En plus, on a externalisé les gestes médicaux. Exemple, ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile ou les soins à domicile. À partir du moment où on fait des soins, ça veut dire on peut avoir de l'infection même à domicile. C'est pour ça la, ça a été, la notification de la chose a été changée par ce qu'on appelle infection associée aux soins. Donc, n'importe quel soin qu'on a, ça peut engendrer une infection. Ce soin, ça peut être à visée diagnostique, ça peut être à visée thérapeutique, ça peut être dans la médecine palliative aussi. La médecine palliative, par exemple, quelqu'un qui est au stade final d'un cancer ou quelque chose comme ça, on va le soigner quand même, mais il n'y a pas de projet thérapeutique, mais on va le soulager, on va mettre une sonde vésicale, peut-être on met une sonde nasogastrique pour l'alimenter. Et ces gestes-là peuvent provoquer une infection. Ça peut être aussi même dans la médecine préventive, en faisant un vaccin, si on n'a pas respecté l'asepsie, on peut provoquer une infection, malgré qu'elle est la plupart du temps, et heureusement, locale. Et ici, ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge. Donc, on a les établissements d'hébergement pour les personnes âgées et on a même les cabinets médicaux, un cabinet médical libéral. C'est une structure où on fait des soins. Donc, là où on fait des soins, quel que soit cabinet, centre d'hébergement, domicile, n'importe quelle situation. On peut faire même la médecine préhospitalière, par exemple. On part aux urgences, le SAMU sort pour prendre en charge un malade. Ailleurs, on peut intuber, faire beaucoup de gestes, prendre une voie sur la route, là où il y a l'accident, pour conditionner la victime. Et donc, il y a un risque qu'on va provoquer une infection nosocomiale. L'essentiel, il faut comprendre que soin égale un risque d'infection. Mais chez hôpital, risque d'infection. C'est pas que le lieu. Alors, on avance. Et donc, tout événement infectieux en rapport plus ou moins proche avec un processus, une structure, démarche de soins dans un sens très large. Donc, ça s'appelle une infection acquise dans un établissement dans un établissement où l'infection acquise en rapport avec les soins. Et il y a même d'autres problèmes, c'est que parfois on fait pas des soins et on peut avoir des visiteurs qui vont visiter des structures et ils risquent soit de, de choper un germe nosocomial et ils risquent même de ramener, s'ils étaient malades, des porteurs sains, par exemple, Covid ou grippe ou quelque chose comme ça. Si eux ne respectent pas les choses, ils vont visiter des patients, ils peuvent contaminer les patients qui sont dans les structures de santé
Et ça, c'est pas de la théorie. Nous, on a vu ça, quel que soit en matière de en rapport avec le Covid, de la grippe ou autre chose, malade qui vient pour une pathologie X et qui est là et qui reçoit des visiteurs et il risque de choper des, des, des infections par le fait qu'on n'a pas respecté la chaîne de la visite, etc. Et lorsque que l'état infectieux au début de la prise en charge n'est pas connu, donc il y a parfois, on ne peut pas savoir est-ce que exactement en détail l'état infectieux, on affirme le caractère de l'infection associée aux soins par le délai. Donc, par exemple, on a eu une infection et on ne sait pas le statut de infection. Elle s'est présentée au cours de cinquième, sixième jour d'hospitalisation et on ne sait pas est-ce qu'elle est nosocomiale ou elle est ailleurs. On est obligé de documenter l'infection par les prélèvements bactériologiques et tout ce qu'il faut en parallèle. En parallèle, lorsque je trouve le germe, je vais voir la durée d'incubation de ce germe. Si et je vais voir si le délai هذا اللي شفناه, dépasse l'incubation, ça veut dire que ce n'est pas une infection associée aux soins. Oui, la قل, ça veut dire que c'est une infection qui était acquise ailleurs. Ou le délai est supérieur à la période d'incubation. C'est comme on a dit, par exemple, le coqueluche, l'incubation diallo, peut aller jusqu'à 3 semaines. Ça, c'est beaucoup plus la pédiatrie. Et on a même des cas particuliers qui m'ont là. Parfois, oui, on a le problème de ce qu'on appelle le porteur sain. Ça veut dire, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des malades qui ils ont aucune symptomatologie et que c'est difficile de poser le diagnostic. Alors, c'est bon, c'est bon, c'est bloqué. Hop, oui, oui, on était là. Et on a des situations qui sont multiples, bien évidemment. Ces infections peuvent être soit directement liées aux soins dispensés aux patients. Par exemple, on met un cathéter. Un cathéter, ça veut dire un cathéter intraveineux, euh, périphérique ou central. Donc, ce soin-là peut engendrer des infections. Mais parfois, elle peut survenir lors de l'hospitalisation, pas directement en rapport avec des soins. Par exemple, on est en pleine épidémie de grippe. Si l'infirmier travaille avec le patient et l'infirmier est malade ou là, rapporteur sain d'une grippe ou là, de Covid, il risque de contaminer son patient. Il y a un autre concept qu'il faut aussi le connaître et le maîtriser, et ce qui est extrêmement important, c'est que l'infection associée aux soins, elle peut être d'origine endogène et elle peut être d'origine exogène. Endogène, qu'est-ce que ça veut dire? Le malade il va s'infecter avec sa propre flore, avec un geste invasif, ou là en raison d'une fragilité. Je vous donne un exemple. On a un patient qui a, enfin, sur sa peau, il y a des germes, il y a des germes qui sont plus ou moins invasifs. Et vous avez l'infirmier qui vient et qui va prendre une voie veineuse sans respecter la chaîne d'asepsie, le nettoyage, etc. Il va faire des fautes d'asepsie et comme ça, le fait qu'il va piquer le patient, il va introduire des germes endogènes au patient dans la veine et donc on aura un risque d'infection nosocomiale avec par origine endogène. Exogène, bien évidemment, ce sont les transmissions directes ou croisées qui m'appellent d'un personnel, le personnel vers le patient. Ça peut être même la surface aussi, la surface les surfaces, les hôpitaux, enfin, l'hôpital, on va voir ça sur quelques images après, c'est que n'importe quelle surface peut être porteuse de germes. Et c'est Gilles l'infirmier qui va toucher ces surfaces-là, et il va faire un geste sans respecter l'hygiène des mains et il risque d'introduire des germes exogènes dans le corps de patient et on aura un risque
un risque de contamination. Un dispositif médical, par exemple, un échographe qui passe d'un patient à un autre, et ça c'est fréquent même dans les pays développés, un échographe parce que c'est difficile de le désinfecter à 100%. Et il y a un risque, c'est que le médecin risque de transmettre ce qu'on appelle les transmissions croisées, donc d'un patient vers l'échographe, ensuite de l'échographe vers un autre patient. Et ça, c'est un risque de contamination aussi. Par air, c'est par quel mécanisme? Par exemple, l'aérosolothérapie. D'accord? Vous avez un appareil d'aérosol qui est partagé sur plusieurs patients. Si on ne change pas le dispositif, le masque, et on nettoie pas les choses et on ne respecte pas, on risque de transmettre des microbes. Et on a aussi ils sont connus comme étant des niches de microbes. Ce sont les barboteurs d'oxygène. Il faut penser à les désinfecter périodiquement parce qu'ils portent beaucoup de germes. Alors, en matière d'épidémiologie, d'une façon générale, c'est-à-dire on a pris en considération toutes les structures hospitalières d'une façon générale. Mais chez un service précis, c'est qu'on a trouvé l'infection urinaire qui est la plus fréquente, suivie par l'infection respiratoire, suivie par l'infection de site opératoire, ensuite les infections sur cathéter. Et voilà, les infections sur cathéter, quel que soit pour le système sanguin, ça veut dire les hémocultures positives, ou là, l'infection juste de cathé, c'est-à-dire le cathé, on a de pus qui sort ou quelque chose, ou de la rougeur. Elle peut provoquer ce qu'on appelle une bactériémie, ça veut dire l'hémoculture, elle est positive. Kémotherapie, elle peut ne pas provoquer une bactériémie, elle reste juste une infection locale de cathéter. Et parmi les choses à faire immédiatement, c'est d'enlever ce cathéter-là. Donc, lorsque je regarde comme ça, je dois penser que n'importe quelle indication d'un geste de mettre un dispositif, il faut penser qu'elle soit étudiée. Ça veut dire un malade qui ne nécessite pas une sonde urinaire, je ne mets pas. Un malade qui ne nécessite pas d'oxygène, je ne le donne pas. Un malade tout bêtement qui ne nécessite pas d'intervention chirurgicale, je ne l'opère pas. Et un malade qui ne nécessite pas de cathéter, enfin, un malade qui ne nécessite pas deux cathéters, je, 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 je mets un seul cathéter, et etc. Donc tout ça, déjà l'épidémiologie me donne des idées, des très bonnes idées sur la prévention. Ensuite, on a détaillé un petit peu, il y en a d'autres, voilà, on a parlé des infections urinaires, les pneumonies, les infections de site opératoire, sans oublier les infections cutanées avec ou sans escarre. On a les infections respiratoires autres, ça veut dire tout ce qui est bronchite. On a les bactériémies, ça veut dire les hémocultures positives. Et les infections digestives aussi, les diarrhées et infections sur cathéter. Et on a autres, par exemple, je vous cite par exemple une infection neuroméningée nosocomiale. Déjà, elle est très très grave par rapport aux autres en matière de mortalité parce que vous avez le germe nosocomial qui est invasif et qui est dans l'LCR. Et ça, on peut l'avoir en cas où on opère un patient en neurochirurgie, ou là, où il y a par exemple, vous allez l'avoir sixième année, Inch'Allah. Vous avez un traumatisé, un crânien, qui a subi un trauma violent et qui a eu une fracture de la base de crâne qui a engendré écoulement d'LCR par le nez et ou par l'oreille. Et donc, cette brèche de la barrière hématoméningée peut provoquer une migration des germes, d'abord endogènes vers le patient dans la sphère ORL, au cadre même des germes exogènes, ils rentrent dans la sphère ORL, mais la sphère ORL, ils vont accéder vers la sphère neuroméningée et ils peuvent provoquer une méningoencéphalite qui peut être mortelle malheureusement. Il n'y a pas que ça, il y a même des patients, vous allez l'avoir full module d'un neurochure, patients qui bénéficient d'une valve ventriculo-péritonéale. Ces malades-là, malheureusement, s'infectent trop
et leur infection, elle est difficile à gérer. Alors, en matière d'épidémiologie, il y a deux notions qui sont importantes et qu'il faut différencier entre les deux. Il y a une différence énorme entre ce qu'on appelle colonisation et infection. La colonisation, je suis colonisé par quelqu'un, d'accord? Mais il n'y a pas d'invasivité pour l'instant. Ça veut dire j'ai une multiplication localisée des micro-organismes au sein d'un tissu. Ça peut être la peau, ça peut être les muqueuses, ça peut être les conjonctives, ça peut être les muqueuses buccales, toute la sphère ORL, génitale, etc. Elle est colonisée par qui? Par des germes, peut dériver d'une contamination ou d'une inoculation sans réaction tissulaire. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il n'y a aucune symptomatologie, aucune, ni rougeur, ni aucune symptomatologie. C'est-à-dire, je suis un normal, euh, autrement dit, chez vous, les porteurs sains et deviennent des éléments de la flore du sujet. Et pourquoi c'est important là? Parce il y a des germes à la flore qui sont bénéfiques, mais il y a des germes qui ne sont pas de la flore bactérienne DNA. Et ces germes-là, ils sont là. Au début, ils ne sont pas invasifs, mais ils profitent de l'occasion. Dès qu'on aura une baisse de l'immunité, hop, ils vont déclencher une infection sérieuse, etc. Et comment faire le diagnostic de la colonisation? Et c'est par l'écovillonnage. Ça veut dire on prend un écouvillon. L'écouvillon, c'est une sorte de tige avec de coton et on essaye de faire c'est comme la PCR. On essaye de faire écouvillon. Voilà. On essaye de toucher la muqueuse ou la peau et on l'envoie à la bactério pour voir ce monsieur-là, ou cette dame, est-ce qu'elle porte des germes ou non. D'un côté, c'est important de la faire au moment de l'hospitalisation, surtout pour les sujets fragiles. Pourquoi? Parce que, surtout pour les gens qui étaient hospitalisés cette année, Maqbel, ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait un an, mais ils sont hospitalisés pour une pathologie n'importe quoi. Et خرج وبرا الحمد لله وطب enfin on a eu une autre hospitalisation après quelques mois. Et donc, il y a un intérêt de prélever ce monsieur-là, surtout le prélèvement nasal et même le prélèvement rectal. C'est un écouvillon qui va vous permettre de dire si vous aurez une infection nosocomiale durant l'hospitalisation RADIA actuelle, il y a une grande probabilité que ce monsieur-là a été infecté par des germes هذوما اللي هم responsables de la colonisation. Et ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Ça veut dire que vous allez commencer le traitement dès qu'il y aura des signes infectieux parce qu'à la بالك déjà باللي راح colonisé par, euh, par le germe flâné. Ça, c'est un. Deuxième intérêt de la colonisation, c'est de faire ce qu'on appelle la décontamination. Ça veut dire on utilise des antiseptiques, quelle que soit digestive ou la sphère ORL. On utilise des antiseptiques, bien sûr, qui sont adaptés à ces muqueuses-là. Pour beaucoup plus la sphère ORL, on peut les utiliser dans un but de nettoyer ou enfin nettoyer, non, dans un but de tuer ces germes colonisés. Mais l'inconvénient de la décontamination, c'est qu'elle risque de tuer même la flore de patient. C'est ça l'inconvénient. C'est pour ça, c'est pas très recommandé et il n'y a pas de preuve. Par contre, en matière d'anticipation, de diagnostic d'infection, la colonisation, elle est très intéressante. Ça veut dire je dois prélever mon patient pour anticiper, malgré ma douche des signes infectieux, pour anticiper les choses. Voilà, les germes, les flores comme ça, les transitoires peuvent contenir des germes susceptibles d'être la source d'infection pour soi, infection d'origine endogène ou pour les autres. L'infection, c'est autre chose, c'est que l'agent infectieux est rentré et a fait de la multiplication et provoque, c'est ça la différence, c'est que vous avez une réaction tissulaire avec une rupture d'équilibre entre l'organisme
et l'organisme étranger et l'immunité. Donc, on a débordement des moyens de défense de l'hôte et elle s'accompagne habituellement. كيفاش نفيق؟ il y a une symptomatologie infectieuse, quelle que soit la rougeur, la douleur, la fièvre, etc. La douleur aussi, voilà. Alors, maintenant, on va aborder les chaînes des transmissions des agents infectieux. C'est important de les connaître parce qu'en fin de compte, ce sont des ensembles, des causes, des circonstances, des conditions qui permettent ou favorisent la transmission d'un agent pathogène d'un réservoir. Qui est le réservoir qui met هذوما اللي راهم في les images. Eh ben, هذوما كامل réservoir. هذه la table de chevet maintenant, le coussin s'il n'est pas, on n'a pas changé les draps, les chaises, sans parler des dispositifs médicaux, bien évidemment. Oui, on peut un ECG, table d'examen, n'importe quel. Et nous, on a pas mal de fois, on a fait des enquêtes épidémiologiques dans le service, et ben vous trouvez des germes partout. Là où vous n'imaginez même pas, le poignet de la porte, parce que tout le monde le touche, c'est pour ça les gens ailleurs utilisent les portes coulissantes. Alors, d'autres exemples, dans les sanitaires, ben, partout, 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 il y a un intérêt de faire des campagnes d'hygiène quotidienne et même des campagnes plus profondes d'hygiène hospitalière. Alors, on a ce qu'on appelle une chaîne de transmission. C'est une chaîne, voilà, c'est cela. Elle va engendrer malheureusement l'infection nosocomiale. Donc, d'abord, on peut avoir le mode de trans. On va commencer par l'agent infectieux. Ça peut être une bactérie, un champignon, un virus, parasite, etc. Il doit être au قاعد يستنى, dans un réservoir quelque part. Donc, des gants, de l'eau, nourriture, dispositifs, etc. Et on a le point de sortie. D'accord? Le sang, les sécrétions, la peau, etc. On a le mode de sorte de transmission. Ça peut être par contact, ça veut dire le toucher, et ça c'est très fréquent en matière des infections mano-portées. Ça peut être des gouttelettes, et les voies aériennes aussi. Comme je te l'ai fait le Covid, la voie par les gouttelettes et par la voie aérienne, tout le monde la connaît maintenant, comme quoi c'est une voie qui est très très contaminantes, des infections respiratoires. Et le point d'entrée au patient, ça veut dire, ça peut être des muqueuses, la voie, ça peut être des voies respiratoires, la peau. Si on a une peau la peau, c'est un organe, on va maintenant le considérer comme un organe, c'est un organe qui est extrêmement important en matière de de la prévention des infections nosocomiales parce que dès que cette peau elle est lésée par un point de ponction, quelle que soit veineuse, artérielle, il y a un escar, il y a une chirurgie. Lorsqu'on opère un patient, on fait une incision. Ça veut dire on a coupé la physiologie. C'est là où on risque d'avoir de l'entrée des germes. Bien évidemment qu'il y a une notion importante, c'est que la haute réceptif. Comme un exemple, l'âge, par exemple, c'est une chose importante. Ça veut dire si cette infection, Adredji, chez un jeune avec, qui est immunocompétent, qui n'a pas de problème de santé, qui n'a pas de comorbidité, elle peut ne pas provoquer des dégâts. D'accord, une infection sérieuse et choc septique, etc. Quoique tardera, hein. Par contre, chez le sujet âgé qui est fragile, qui a des comorbidités, qui a sa physiologie qui commence à baisser, etc. Et c'est là, oui, le germe هذا يقدر يكون عنده la probabilité que ça provoque des infections تكون plus, plus élevée. Non, c'est pas ça profite. Je n'ai pas compris pourquoi vous avez cité ça profite, mais معليش عاودي بعث ولا بعثي message concernant le commentaire de ça profite.
Les brûlures aussi, le diabète. Le diabète, c'est connu comme étant un terrain d'immunodépression, surtout le diabète insulino-nécessitant et surtout aussi le diabète déséquilibré, parce qu'on peut être insulino-nécessitant mais bien équilibré. Donc l'immunité, elle peut être, elle est bonne déjà. Mais le diabète déséquilibré, c'est un terrain où les microbes trouvent une occasion de faire des dégâts. Et en matière aussi de l'immunosuppression, c'est-à-dire en dehors de diabète, on a beaucoup de pathologies. Exemple, le VIH ou autres virus qui peuvent perturber l'immunité. Donc, le germe qui dit, ça dépend où il est. La haute réceptif, elle peut être, malgré les gens qui ont pas aucune comorbidité jeune, mais qui ont réanimation, par exemple, qui sont en état critique et qu'on a mis, par exemple, deux cathéters veineux, une sonde vésicale, une sonde nasogastrique, une intubation, de l'oxygène, etc. De fait qu'on a multiplié les portes d'entrée avec la pathologie déjà تاعو اللي دخل بها l'hôpital seulement تكون grave, donc le risque d'avoir une infection nosocomiale il va être très 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 élevé malgré qu'on n'a pas le facteur âge qui est en jeu. Voilà. Donc ce sont des paramètres ou des critères complexes. Ça veut dire ماشي je dis je dis que le jeune sans antécédent n'a aucune malchance, entre guillemets, de choper l'infection nosocomiale. Oui, le contraire. Et la probabilité, elle est faible. Et en fonction de son état, est-ce qu'elle est critique ou non, et en fonction du nombre de portes d'entrée, en fonction de l'hygiène hospitalière, etc. Alors, j'attends le slide. Voilà. Donc, l'agent infectieux se caractérise. Donc là, on va regarder les agents infectieux. Par sa nature, c'est quoi? C'est un virus, bactérie, etc. Par sa contagiosité. وهنا تبعوني bien. La contagiosité, c'est l'aptitude à se propager d'un individu à l'autre. Ça veut dire le taux d'attaque ou là le R0. Pour ceux qui ont bien suivi la pandémie, le R0, là, il y a droit à les médias, machin, etc. Là, t'es comme un exemple c'est que le R0, c'est quoi? Ça veut dire ce germe-là, la contagiosité تاعو نقدروا نقولوا faible. Ça veut dire un seul patient peut contaminer deux. Donc le R0 تاع هذا le germe يقدر يكون deux. Donc un patient peut contaminer deux autres patients ou les deux autres individus. Par contre, un autre germe qui a une contagiosité importante, le R0 dialo, يولي يكون بلوز إلفي يقدر يكون يوصل حتى des chiffres importants. Je vous donne l'exemple, le Covid Delta. Delta, c'était le variant Delta était très très agressif et très mortel, mais Dieu merci, le R0 Diallo, qui aux alentours de 3 à 4, si je me rappelle bien. Ça veut dire un patient qui est contaminé 4 de l'entourage تاعو. Par contre, le variant اللي جا من موراه وقيلا le Oméga, d'un côté, était moins, moins agressif en matière de mortalité, كان ما يقتلش بزاف. Mais le problème d'Yalo, c'est que la contagiosité, le R0 تاعو كان jusqu'à 16. Ça veut dire un patient qui est contaminé 16 personnes. Donc voilà, ça c'est à titre d'exemple pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire le R0 et qu'est-ce que ça veut dire la contagiosité. Et donc le fait qu'on a cité le Covid à titre d'exemple, c'est que même dans le même virus ou la même bactérie, si on a des variants, la contagiosité, elle peut être différente d'un variant à un autre, ou là d'un virus à un autre, ou là d'une bactérie à un autre. Et on a en parallèle le pouvoir pathogène. D'ailleurs, c'est est-ce que ce germe est très pathogène et très invasif? Par exemple, comme dans le cas, le virus, le delta était très pathogène. Par contre, le oméga, voilà, si je me trompe bien, était moins pathogène. Voilà.
La virulence, c'est presque la même chose, c'est de la pathogène, c'est le pouvoir pathogène, c'est la capacité à provoquer les symptômes. وهنايا, c'est l'aptitude à provoquer la maladie et surtout la mortalité. Donc, connaître l'agent en cause permet d'évaluer les différentes voies de transmission, son ampleur et les conséquences. Enfin, ça va s'arrêter dans une minute. Donc, on va se reconnecter sur le même lien, bien évidemment. La transmission, qu'est-ce que ça veut dire le réservoir qui mèche la chair تاعنا? Le réservoir, c'est la source de l'agent infectieux. Donc, يقدر يكون l'homme, tout simplement, هو le réservoir. Ou تقدر يكون l'environnement. Ça peut être la terre, ça peut être l'eau. On peut avoir de Legionella, ça se transmet par de l'eau. Ça peut être de l'air aussi. On peut avoir de l'aspergillus. L'aspergillus, ça provoque des infections beaucoup plus pulmonaires. Et la transmission, elle est incriminée par l'air. Là, comme un exemple, ce sont les on était sur le réservoir. Ça peut être l'homme, et ça, c'est très fréquent. Ça veut dire c'est porté par l'homme. Ça peut être l'environnement. On était sur l'exemple de l'air. L'air, ce sont les climatisations centrales, tout ce qui, chose qui peut souffler de l'air. Elle peut être contaminée par l'aspergillose l'aspergillus et elle peut provoquer de l'aspergillose, surtout chez les malades immunodéprimés. Voilà. Alors, en matière des principaux réservoirs, si on dit l'homme, donc avec la flore digestive, c'est les Escherichia coli en premier et les autres entérobactères. La peau, elle est connue par le Staph aureus et les cocci gram-positifs. La sphère orale, le strepto et les virus. Et voilà, on a cité l'eau, on a cité l'air, le matériel peut toucher tous les germes. Ensuite, il y a une notion qui est horrible, entre guillemets, hein, si on est allé le mot, c'est que un germe parmi les germes nosocomiaux, شحال يقدر يبقى sur une surface. Donc, attendez, je vais désactiver. شحال يقدر يبقى vivant ce germe-là sur une surface. Regardez la cyanobactère qui est très fréquent en réa. يقدر يبقى sur une surface vivant de 3 jours jusqu'à 5 mois. Ça veut dire si راهو ثم راه sur une table ou quelque part, si on ne désinfecte pas, il va attendre quelqu'un qui va le porter et qui va l'introduire dans un corps et ça va commencer l'infection, etc. Donc voici enfin la plupart des germes nosocomiaux avec la durée de persistance qu'ils ont. Et ça nécessite, ça veut dire périodiquement des campagnes de désinfection et d'hygiène hospitalière. Voilà. Ensuite, on a le mode de transmission qui marque là. Ça peut être direct, aéroporté, manoporté, un contact direct, monoportage, etc. Et ça peut être indirect par une aiguille aussi, par le paludisme aussi. Mais ça, c'est pas beaucoup plus. Ça n'a rien à voir avec les infections nosocomiales. Les portes d'entrée, il y en a plusieurs malheureusement. Elles peuvent être uniques ou les multiples, digestives, respiratoires, les muqueuses, piqûres, machin. On a plusieurs portes d'entrée. Et donc à l'hôpital, pour traiter un patient, on est obligé d'émettre des dispositifs. Et ces dispositifs-là peuvent provoquer des infections nosocomiales. La haute qui m'a là, à chaque fois qu'elle est fragile, donc on risque d'avoir de l'humidité déprimée et l'humidité, il ne faut pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'humidité, elle peut être perturbée de façon transitoire. Par exemple, un diabétique qui est bien équilibré, qui fait une infection quelque part, on aura le déséquilibre glycémique engendré par le stress. Et comme ça, ce déséquilibre secondaire risque de baisser l'immunité de façon, pardon, temporaire. Et donc, l'infection nosocomiale, elle peut profiter de l'occasion et elle peut provoquer des dégâts.
Donc, ça dépend des défenses physiques, ça dépend des défenses chimiques aussi. Ça, c'est une notion qui est importante. Alors, il y a une règle, maintenant elle est connue, c'est que lorsqu'on donne un médicament, c'est les inhibiteurs de pompe à proton, qui augmentent le pH gastrique pour prévenir l'ulcère gastro-duodénal. Et bien, tout simplement, cette augmentation de pH gastrique risque de favoriser la multiplication des germes au niveau de l'estomac et voilà, au niveau de l'estomac. Et donc, il y a un risque d'avoir des diarrhées. Et en plus, même si on aura le passage de ce contenu gastrique de l'estomac vers les poumons, le fait que le malade perd les réflexes de protection des voies aériennes, et ça, vous allez l'avoir dans le module des urgences en sixième année, ça veut dire ce qui est dans l'estomac va passer dans le poumon. Et donc, ça, c'est une anomalie. Donc, chez les malades comateux, donc il y a un risque de passage de ces germes et provocation d'une infection pulmonaire catastrophique qui peut être mortelle. Et ça s'appelle la pneumopathie d'inhalation gastrique. On a inhalé le contenu gastrique. Donc, les perturbations, nous, on peut les provoquer par des médicaments. Donc, règle importante, les EPP, il ne faut pas les prescrire abusivement lorsqu'il n'y a pas une indication. Les dépenses immunitaires spécifiques ou aspécifiques et bien évidemment la structure. Alors, on est dans une structure en area, par exemple, qui ma'naya, on a le open space avec le personnel qui tourne, etc. Donc le risque est élevé d'avoir une infection nosocomiale. On est dans une structure où on fait des gestes invasifs, de l'hémodialyse, etc. On risque d'avoir de, de la transmission de l'infection de façon plus importante. Alors, on va aborder maintenant infection nosocomiale en fonction de site. نبدأ بالinfection nosocomiale sur acte invasif. Ça veut dire on a fait quelque chose. Donc, sont a priori celles pour laquelle l'imputabilité et l'évitabilité sont les plus probables. Qui يقولوا imputabilité et évitabilité, ça veut dire si je fais les bons moyens, j'applique les bons moyens de l'hygiène hospitalière, le risque de l'infection de site opératoire, elle va être vraiment très basse. Et ça, c'est important. Parce que les autres, c'est vrai, on arrive à baisser le risque, mais on n'arrive pas à les baisser de façon plus importante par rapport à l'infection de site opératoire. Donc, la fréquence d'ILH dépend du type d'intervention chirurgicale, bien évidemment. On n'ajoute pas. Non, on n'a pas dit on ne donne pas. Non, il y a, on est entre deux feux. Enfin, je réponds à la question, tu as les EPP. C'est que l'indication des EPP, elle doit être bien discuter. Ça veut dire, je ne donne pas pour donner. Il y a des indications qui sont dans la littérature et vous allez la voir sur le modèle de Castro ou sur les autres modules. Mais parfois, on a des prescriptions un petit peu abusives. C'est pour ça j'ai cité ça. Et il faut même que quand je prescris, je réfléchis à cette prescription. Le deuxième, troisième jour, quatrième jour, si j'en ai pas besoin, je l'utilise même pas. Et les EPP, je parle beaucoup plus des EPP injectables, quoique même les EPP Peros ils sont impliqués aussi. Alors, on revient aux infections de site opératoire. Elles dépendent du type de l'intervention. De l'intervention L'intervention orthopédique, digestive ou autre, c'est pas la même chose. Le mode de prise en charge, un malade opéré dans le cadre de l'urgence, c'est un malade qui risque d'avoir de l'infection nosocomiale. Le risque élevé par rapport à un malade programmé, où il يجي مدوخ ويجي avec un état d'hygiène correct, etc. Les caractéristiques de patient, bien évidemment. Et le délai de survenue, le problème, c'est que l'infection de ce type opératoire, elle ne vient pas à l'hôpital. Ça veut dire le malade, on l'opère, on le fait sortir, bien sûr, bien évidemment, on ne va pas le garder pour le garder, et il va faire l'infection à domicile, enfin, d'où l'intérêt de le suivre, les consultations. Imputable à l'intervention si elle survient dans le mois, ça c'est important à retenir. Si elle vient après un mois suite à l'intervention chirurgicale,
sans mettre un matériel étranger, on déblaye l'infection et elle est au rapport avec le site, avec l'intervention. Par contre, s'il s'agit d'une prothèse qui m'a là, le délai hésite jusqu'à une année. Et l'origine de l'infection, il y a des endogène, il y a des bien évidemment exogène. Alors, la contamination de site opératoire, la physiopathe, entre guillemets, elle peut survenir le plus souvent au décours de l'intervention, ou lors même d'année, les soins aussi, les soins post-opératoires hospitaliers ou même extra-hospitaliers, il faut faire attention. Il y a des nous, on a fait les soins de façon, on n'a pas respecté, on risque de choper, de provoquer l'infection. Quoique, en matière de statistiques, c'est beaucoup plus l'intervention qui est incriminée. En deuxième position, c'est les soins post-opératoires. Comment on aura l'accès des germes pour que ça provoque de l'infection? حاجة الأولى liée à l'ère de bloc opératoire. C'est pour ça que le bloc, il y a un système de stérilisation de la salle opératoire. Le bon système, c'est quoi? C'est que lorsque vous rentrez, vous ouvrez, on ouvre la porte de la salle opératoire, on sent de l'air qui vient vers nous. Ça veut dire l'air de la salle, il va tout le temps sortir. Il va être de l'air qui est stérile, propulsé par ce qu'on appelle un stéribloc. Et donc ça permet de stériliser la salle opératoire. Si on a un dysfonctionnement de ce système, on risque d'avoir les germes, ils vont partir par voie aérienne vers la plaie, la mفتوحة déjà, ou là carrément, ils vont choper les instruments que les chirurgiens les utilisent. Deuxième voie, c'est le berge de site opératoire. C'est-à-dire, lorsque j'ouvre un patient, j'ai provoqué une plaie, entre guillemets, et bien, donc, les berges, il y canouche bien stériles, on a fait un bon nettoyage, et une douche pré-op, et on a bien désinfecté avec les, les antiseptiques recommandés. Il est كانوا هذوك les berges contaminées, le fait que le chirurgien va ouvrir, on aura une transmission des germes. Par exemple, même je vous invite à voir, c'est que à lire sur les désinfectants, c'est une science aussi qui est importante parce qu'un désinfectant, c'est pas un colorant. La bétadine, c'est pas de mettre un colorant euh, marron et commencer à piquer le patient. L'intérêt de Taha, c'est de désinfecter. Donc, il y a un certain délai qu'il faut attendre, au moins 45 minutes après avoir même une minute. Même au bloc opératoire, il faut attendre un peu plus. C'est pour que l'antiseptique va, le délai d'action terme. Ça veut dire qu'il déjà, et il a commencé à éradiquer les germes qui sont là. La voie hématogène, ça veut dire l'infection. On a piqué un patient, elle est rare. On a piqué le patient au bloc opératoire, donné une voie veineuse et on n'a pas respecté les choses. On a introduit un germe et par voie veineuse, le germe il va partir partout déjà. Il peut partir aussi au niveau de site opératoire, quoique ça, c'est pas très incriminé, c'est plus rare. Les germes qu'on a, c'est en fonction de site opératoire. Et en parallèle, comment on prend en charge enfin, comment on prévient l'intervention? C'est par une prophylaxie, par l'hygiène hospitalière et par la prescription d'antibiotiques, ce qu'on appelle l'antibioprophylaxie. Et ça, c'est important. Malheureusement, c'est pas appliqué à la règle chez nous. C'est la durée maximum, elle doit être 24 heures. Ça veut dire, je donne un antibiotique pour prévenir une infection, c'est que je la donne avant que le malade soit opéré, une demi-heure avant, et je peux la continuer 24 heures et je dois l'arrêter. Et malheureusement, sur le terrain, on voit qu'il y a la prescription de l'antibioprophylaxie, elle est très abusive. L'inconvénient, Taha, c'est qu'elle tue la flore de patient. Si je prescris, au lieu que je prescris la céphazolline 24 heures, je la prescris 7 jours, ce qui se passe sur le terrain malheureusement. L'inconvénient, c'est quoi? C'est que je vais détruire la flore de patient
Et s'il va faire une infection, toute la flore, c'est-à-dire bénéfique, les autres, et si le patient va faire une infection, il va la faire avec des bactéries multirésistantes. C'est ça le risque. Et donc, il y a un intérêt de respecter les recommandations en fonction de site opératoire. قدر ما ندير un bolus d'antibiotiques واحد, ça suffit largement pour prévenir l'infection à condition que je l'ai fait une demi-heure ou une heure avant l'intervention. Et l'intervention, c'est pas une intervention à risque infectieux important. Ça dépend des interventions. Quel risque, mais risque. Si par contre j'ai l'infection, c'est considéré comme une urgence. Donc il faut penser à prendre le patient de façon rapprochée s'il s'agit juste d'une infection locale. Par contre, il a quand une infection locale avec des manifestations générales. Maouine لازم لك carrément des gestes parfois. قدر même une reprise chirurgicale, drainage des collections s'il s'agit de collections. L'antibiothérapie, elle doit être guidée par les prélèvements et je dois donner, de donner une antibiothérapie probabiliste après les prélèvements en cas où j'ai des signes généraux, là carrément un état critique, un choc septique. On va voir ça, le choc septique en parallèle, la prochaine fois. L'infection urinaire associée aux soins. Elle est fréquente. Elle est en première position en matière de fréquence. Le problème d'IALA, c'est que les critères diagnostiques et bactériologiques sont identiques par rapport à l'infection urinaire communautaire. Ça pose aucun problème. Et on a fixé la leucocyturie, donc le nombre de leucocytes dans le, dans les urines, à partir de laquelle je dis il y a une infection, change en fonction de patient. Ça veut dire, plutôt, change en fonction de sexe. Ça veut dire chez l'homme, c'est 10 puissance 3, chez la femme, c'est 10 puissance 4. ويقدر يطلع حتى ل 10 puissance 5. Ça veut dire حتى كي نصيب au-delà des 10 puissance 5 وفوقها de bactériurie, voilà, des leucocytes dans les urines. باش نقول باللي كاينه une infection وهذه وقتاش 10 puissance 5 chez un malade qui est sondé. Ça veut dire il a qu'un malade sondé et j'ai trouvé que 10 puissance 2 ou la 10 puissance 3, potentiellement il n'y a pas d'infection urinaire. Et comment on explique cette leucocyturie? C'est que la sonde urinaire, il y aura un développement de ce qu'on appelle le biofilm. La lumière interne à la sonde, l'intérieur de la sonde, dès qu'on l'a mis et elle va séjourner dans le corps, elle va développer les cellules endothéliales, ils vont se fixer et les bactéries, ils vont trouver là où ils vont se fixer. Ça veut dire, voilà, c'est un réservoir qui est là. Donc, maintenant, نفهم حاجة باللي la sonde urinaire, elle doit être changée périodiquement si elle est d'utilisation de moyenne durée à longue durée. Et aussi, elle doit être, si j'aurais une infection urinaire, parmi les choses à faire, c'est soit d'enlever la sonde complètement et comme ça, on a enlevé le réservoir, ou changer la sonde et comme ça, on a apporté une sonde JDIDA et le risque que le réservoir Ibra résistant est qu'on ne plus faible. Alors, comment ça va rentrer comment on aura l'infection urinaire? C'est par quatre mécanismes. Donc, l'acquisition par la mise en place de la sonde. Ça veut dire lorsque je vais sonder mon patient, j'ai pas du tout respecté l'hygiène. Et ça, c'est très, très fréquent, quel que soit chez l'homme ou chez la femme. Il y a le protocole de sondage urinaire. C'est un protocole bien précis. تغلط غلطة صغيرة, on risque d'introduire soit des germes exogènes, soit des germes endogènes de patients dans les urines. Il y a la voie endoluminale, ça veut dire ça va rentrer à travers la lumière de la sonde, soit la voie extraluminale. Extraluminale, ça veut dire entre l'urètre et la sonde urinaire. C'est en dehors
C'est dans cet espace-là, oui, on risque d'avoir de transmission de germes. D'où l'intérêt de mettre une sonde adaptée au diamètre enfin, enfin il faut mettre un diamètre adapté. Ou aussi, et la quatrième voie, c'est la voie hématogène. Elle est rare, bien évidemment. La voie endoluminale, comment on l'évite aussi, c'est que jamais, jamais mettre la poche à urine au même niveau de patient, parce que comme ça, les urines ils vont revenir. Et donc, les urines rentrent et sortent. C'est une sorte de, on dirait, on est en train de rincer avec le biofilm et on est en train de détacher les germes et l'infection تقدر تزيد de façon importante. Donc, jamais la sonde ne doit pas être jamais sur le même niveau que le patient pour que les urines ils auront un sens unique. Ça est nomme kilotoroute. Les urines ne doivent pas rentrer et sortir. Les germes, c'est connu, c'est l'Escherichia coli, les entérocoques. Et on a aussi les BGN, les Pseudomonas aeruginosa, les PCLA, et on a aussi des candidoses. Les facteurs extrinsèques, ce sont d'abord les sondages vésicales. Et ce qui est incriminé, c'est la durée de sondage. Donc, chaque fois, je baisse cette durée à chaque fois que l'infection nosocomiale, le risque de ça c'est important. Et on a des facteurs intrinsèques. C'est très, très fréquent chez la femme par rapport à l'homme. La morbimortalité, ça veut dire les diabétiques, l'âge, une antibiothérapie préalable, quelle que soit indiquée correctement ou là, abusivement, elle détruit la flore de patient et donc on aura un risque d'avoir de l'infection après, d'où l'intérêt de réviser bien votre indication d'antibiothérapie et essayer de sensibiliser la population contre ce qu'on appelle l'automédication et de l'amoxicilline pour la fièvre sans même pas diagnostiquer la pathologie. Il y a la néoplasie aussi qui est un terrain très très fragile. Le cancer, c'est un terrain où ça favorise l'infection parce que l'immunité, elle est très très perturbée. À la fois aussi, si on aura l'infection, on risque d'avoir de l'infection qui est plus sérieuse. Et on a de diarrhée aussi nosocomiale, surtout chez les petits à la cholérale. Donc, épidémie de diarrhée en plein service, ça transmet d'un petit à petit. Et diarrhée égale risque d'avoir d'infection urinaire nosocomiale en parallèle. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prélever. En cas j'ai suspecté l'infection, quel que soit par les signes urinaires, ou la ثاني aussi par l'aspect des urines qui est très perturbé. Vous avez l'aspect qui est trouble, vous avez carrément des débris, vous avez de pus carrément. Parfois, on a des malades qui font de la piurée. Donc, il y a un intérêt de prélever un échantillon des urines. Et comme ça, cet échantillon d'urine, vous allez l'envoyer. Et donc, à titre d'information, chez un malade sondé, on peut prélever les urines chez un malade sondé. Qu'est-ce qu'on fait? On ramène on clip la sonde, on la ferme avec quelque chose, on a une pince ou la haja, là. On attend un petit peu que les urines se collectent au niveau de la vessie et on ramène une seringue ou la sonde, c'est une petite chambre هنايا. Avec la chambre, elle est faite, je la stérilise avec un désinfectant. Je ramène une seringue stérile, bien évidemment. Je porte des gants stériles et de façon aseptique, je pique la sonde là et je prélève une quantité d'urine. Ensuite, j'envoie l'échantillon, je déclampe la sonde et comme ça, j'ai prélevé des urines. Hnaya, bien évidemment, chez le malade sondé. Il a qu'un malade non sondé, c'est une autre procédure qu'il faut respecter. Donc, tout ça, c'est pour faire le CBU, pour trouver le germe qu'on a. Alors, en matière d'indications, qu'il y a bzaf les indications. Ça peut être pour la rétention urinaire, ça peut être pour j'ai une plaie proche
de la sphère urinaire. Et comme ça, si j'aurai quelques gouttes d'urine, risque de contaminer la plaie, je peux mettre sondage vésical temporairement. Pour l'immobilisation de patients, quoique même pour l'immobilisation, on peut utiliser le pistolet chez l'homme et le bassinet chez la femme. C'est possible et comme ça, on a évité le sondage. Ça, c'est très fréquent en néphrologie et même en réanimation surtout. C'est que surveiller le débit urinaire. C'est que je dois voir, j'ai un malade qui est dans un état de choc, qui est en hypotension. Je suis en train de le traiter. Je dois voir ce qu'on appelle le monitorage de la diurèse. Et je ne peux pas monitorer un malade si je n'ai pas la quantité des urines. Donc, je peux mettre temporairement une sonde vésicale en attendant de le faire sortir de cette période critique. Les gestes chirurgicaux, c'est très fréquent, quoique ce n'est pas systématique à 100%. Et parfois, des indications particulières en neurologie pour mettre un médicament, ou là, carrément dans le confort de patient, un grabataire, un sujet à skin qui n'arrive pas à pisser correctement, quelque chose comme ça. On peut mettre un sondage physical de confort, mais ayez attention, il ne faut pas que le confort le tue et il faut changer cette sonde de façon périodique. Alors, on va entamer ce qu'on appelle infection sur cathéter intravasculaire. Donc, on a les périphériques ou on a le central. الحاجة الأولى اللي مهمة c'est quoi? C'est que le central, le risque de l'infection est plus élevé que le périphérique et aussi c'est plus grave et c'est plus mortel. Et في البériphérique, عندك حاجة الأولى le nombre. Donc, à chaque fois, le nombre hésite, à chaque fois, le risque infectieux sur un cathéter intravasculaire, ce qu'on dit حنايا les intranuls. On voit que c'est un nom commercial. Mais كاينة حاجة واحدة أخرى مهمة, c'est le diamètre. À chaque fois, le diamètre est élevé, à chaque fois est important, à chaque fois, le risque de l'infection est plus élevé. Donc, il a coûté des perfusions en médecine interne ou là en pédiatrie avec un débit faible, etc. Et il vaut mieux mettre un cathéter de petit diamètre. Par contre, si je suis en réanimation ou là aux urgences où je dois faire des perfusions rapides aux patients, je peux utiliser temporairement des diamètres plus importants. Le troisième chose, c'est la durée. Un cathéter, normalement, un cathéter périphérique, c'est 2 à 3 jours. On peut aller jusqu'à quatrième jour. Sinon, après, il faut le changer systématiquement pour éviter l'infection. Parce que le cathéter, même si on respecte les choses, s'il dépasse le quatrième jour, il devient un vrai risque d'infection. Le central, avec le fémoral, le jeu qui est très, très infectieux. Mais ça reste une voie d'urgence. On l'utilise fréquemment, mais elle ne doit pas dépasser 48 heures. La jugulaire interne et la sous-claviculaire. Et donc, comment on fait le diagnostic sur la présence des micro-organismes à la surface interne et ou externe du cathéter? Et ça provoque des signes locaux. Les signes locaux, ça peut être de pus qui sort de, de site d'insertion. C'est pour ça les pansements déjà dans le CAIA, les pansements chépés modernes, pour les cathéters périphériques, même un petit cathéter périphérique ou la cathéter centrale, ce sont des pansements transparents. Ce sont des adhésifs qui permettent de bien fixer le cathéter, mais c'est bien de voir aussi à Calabel en bas en matière d'infection, enfin de risque d'infection. Inflammation cutanée locale ou sous-cutanée, les signaux en faveur d'une cellulite, le cathéter peut se thromboser aussi. Le وقتاش نفيق باللي راهو thrombosé lorsque ça se bouche. Et ça peut provoquer même une thrombophlébite. C'est beaucoup plus les cathéters centraux qui provoquent les thromboses veineuses profondes avec risque d'embolie pulmonaire. Donc l'infection générale, ça veut dire une bactériémie, peut comporter de la fièvre, des frissons, les blancs élevés, voire même leucopénie, un syndrome septique, voire même un choc septique, ou une kinder l'hémoculture, je trouverais qu'elle est positive. Alors, les voies, يشبه exactement qui mal la sonde urinaire, entre guillemets. C'est que ça peut rentrer au moment de la ponction,
Oui, quand j'ai ponctionné par la colonisation, ça veut dire, j'ai des germes qui sont là, on n'a pas bien désinfecté. Au moment de la piqûre, hop, on a introduit le germe. Et ça peut rentrer par voie endoluminale. واش حاب يقول؟ هذا c'est un exemple d'un cathéter central à triple lumière qui est un monolumière كاين le cathéter périphérique بالك راكم شايفينه. Donc هذو كامل فيهم le risque d'avoir une contamination endoluminale. Ça veut dire l'infirmier va injecter quelque chose ici. S'il ne respecte pas la chose, il va introduire carrément les germes dans la lumière de cathé et il va l'envoyer dans le sang. Pourquoi le risque le cathéter central est plus élevé? Parce que le cathéter central, quand on le met en jugulaire, il est très très proche de cœur et il y a un risque d'avoir de l'endocardite, etc. Ok, là, la voie extraluminale, وش حاب يقول؟ c'est entre la peau et le cathéter. Ça veut dire si j'ai le point de ponction qui est كبير شوية, et il y a facilement les germes et ils risquent de rentrer à travers ce point de ponction. Ils vont rentrer, ça veut dire بين la peau et les muqueuses ou bien le cathéter jusqu'à où il يقدر يوصل حتى dans le sang et donc il y a un risque de contamination. كاين la voie hématogène qui مش في l'urinaire mais elle est très très rare. Ça veut dire l'infection, elle est ailleurs, وجات par voie hématogène, ودخلت داخل le cathéter هنايا ولصقت في الكاتي ومن ثم بدا يزيد يبعث ولا الكاتي شغل on dirait un deuxième réservoir par rapport au réservoir الأول اللي بعث les microbes. Alors, ça, c'est important. Si j'ai une infection, j'ai suspecté une infection sur cathéter périphérique, حاجة الأولى من الآخر, je l'enlève. هذه الأولى. Et ça suffit dans la plupart du temps à faire disparaître les signes locaux qu'on a au site d'insertion, à condition que le malade ماهوش عنده la fièvre, ou ما عندوش un choc septique, ou عنده حاجة plus sérieuse. Donc, le retrait suffit largement et c'est très efficace. Par contre, le cathéter central, il a quand même une infection sérieuse. Le retrait, la plupart du temps, make fiche, parce que la plupart du temps, on trouvera que l'hémoculture, elle est positive. Donc, il y a une nécessité de mettre une antibiothérapie à large spectre en attendant hygiène le résultat. Et lorsqu'on enlève un cathéter, qui met les cathéters périphériques, ما نبعثهمش للابو de bactériaux. Par contre, les cathéters centraux, qu'est-ce qu'on fait? On les enlève, on coupe le bout distal تاعهم, on coupe là, هنايا, وهذه la partie هذه اللي كانت لداخل نديرها dans un tube stérile et je l'envoie à la bactérium pour étude bactériologique. En parallèle, je fais même une hémoculture pour voir est-ce que l'infection مشات من الكاتي وراحت ailleurs. Et donc, en cas de suspicion d'infection et ou choc septique, ou là, chez les malades fragiles, neutropéniques, notre protocole, c'est la plupart du temps, on utilise bithérapie, voire même triple thérapie, la plupart du temps bithérapie. Donc, céphalosporine à large spectre associé avec la vancomycine. Allège la vanco parce que c'est un anti-staphylocoque ou les infections de cathéter intravasculaires. La plupart du temps, on peut trouver des coccygrammes positifs. En attendant, j'ai le résultat et j'adapte les résultats en fonction, enfin, j'adapte l'antibiothérapie probabiliste en fonction de mes résultats les journées après 24 à 48 heures. Voilà. La prévention, ça, c'est capital. Donc, حاجة الأولى واش ندير؟ l'indication. ما نسحقش un caté et le malade, je peux le traiter par voie péros. C'est l'idéal. نسحق un caté et je peux mettre un cathéter périphérique dans les règles de l'art. Je mets une voie périphérique. Si je mets une centrale, obligée, je dois la mettre et je dois respecter les choses. Et ثاني في la voie centrale, c'est la durée تاعها. À chaque fois, on laisse le cathéter central longtemps. À chaque fois, le risque, يعيطوا له la durée de cathétérisme. Ça veut dire شحال ضرب الكاتي وهو en place. C'est pour ça, chez les malades
cancéreux qui bénéficient de la chimiothérapie, حنا باش نديرو لهم مع les oncologues, on leur met ce qu'on appelle une chambre de chimio. C'est quoi? C'est un cathéter central qui mais qui est implanté chez le patient où il y a une petite chambre هنايا تحت الclavicule تاعو وين elle est palpable et elle est implantée au-dessous de la peau. Et comme ça, à chaque fois que j'ai des chimio, l'infirmier va ramener une aiguille spéciale. Il va ponctionner carrément la peau avec la chambre de chimio et il va instaurer la chimiothérapie. Et comme ça, on a donné un confort au patient, mais pas يتبيك مسكين un cathéter central à chaque fois. وثاني la chimiothérapie, elle est vénotoxique, elle tue les veines, تكسرهم بالوقت. Et troisièmement, le risque infectieux chez ces malades-là, les chambre de chimio, il est plus bas, quoique, mais mauche zéro, mais il est plus bas. Par contre, les autres malades, on peut leur faire des cathéters centraux classiques pour une durée 7 jours, 10 jours, mais parfois on le change, qu'il faut oublier, je suis obligé de le garder, etc. Et ce qui est fréquent, et ça c'est important pour vous, c'est les cathéters périphériques. Donc il faut penser chaque jour, 3 jours, je dois changer mon cathéter, même en absence des signes infectieux. Et je ne dois pas mettre trop, 3 ou 4 ou ça me le fait même pas, etc. Donc les agents infectieux qui sont incriminés, on a les BGN, on a les staph qui marquent là, c'est pour ça qu'on est initié à la banco. La symptomatologie, ça peut être la fièvre, la toux, la dyspnée. Enfin, non, non, allez, j'ai sauté. Et oui, ouf, très grave. Et on a abordé un autre sujet. C'est les pneumonies nosocomiales. 2 secondes, hein, on va reprendre. 2 secondes. On engorge tout. Alors, on va reprendre. Ça va, vous suivez, vous arrivez à suivre la cheville. Donnez au moins un feedback, sinon, elle a et tout. Allô, allô, allô. Ah oui, ah, d'accord. Ok, on est là, c'est bien. Ok, merci. Alors, on va reprendre. On a notre chapitre, entre guillemets, c'est l'infection pulmonaire nosocomiale. Les agents pathogènes, ce sont les BGN, les staph et les on peut avoir les micro-organismes résistants aux antibiotiques. La symptomatologie, ça peut être de malaise, fièvre, toux, frisson, dyspnée, surtout aussi, douleur thoracique, crachat. Les, les causes, c'est quoi? Ça peut être ce qui meurt en là, c'est de la micro-inhalation des bactéries qui colonisent l'estomac, la sphère ORL et les voies respiratoires supérieures. Ils peuvent rentrer dans les voies respiratoires inférieures et provoquer une pneumopathie. Et l'ensemencement de poumons par une bactériémie ou inhalation aérosol contaminée qui meurt en là. On a fait de l'aérosol ou des gouttelettes d'une personne à une autre personne, ça risque de provoquer des infections par voie inhalée, infection pulmonaire. Donc, ce qui est incriminé, des prescriptions d'antibiotiques au préalable, elle détruit la flore protectrice, donc le risque d'infection pulmonaire nosocomiale monte. On a le pH gastrique, معروفة, à chaque fois يطلع كما قلنا قبيلة, à chaque fois le risque d'infection pulmonaire يطلع surtout chez les malades comateux. On a aussi les comorbidités. L'insuffisance cardiaque, c'est une comorbidité avec risque infectieux. L'insuffisance pulmonaire, hépatique, toutes les insuffisances d'organes. Donc, les principaux facteurs de risque de pneumonie post-opératoire, c'est un sous-chapitre dans l'infection nosocomiale. On a, par exemple, on opère des patients et
Parfois, ils font pas des infections de site opératoire, ils font des infections de pulmonaires. C'est l'âge, la chirurgie abdominale et la chirurgie thoracique qui sont ce sont des facteurs de risque d'infection pulmonaire post-opératoire. Le diagnostic, c'est comme les autres infections, il n'y a pas de particularité et il y a l'intérêt de mettre aussi les antibiotiques de façon classique. Alors, l'hygiène des mains, ça c'est capital, quel que soit dans la vie courante ou la vie professionnelle, l'hygiène des mains s'y incriminée. Et donc, on est en train de tuer certains patients, malheureusement, lorsqu'on travaille avec les mains, avec les patients, et on risque de transmettre des germes. Donc, il faut faire très, très attention à cet aspect. Deuxième chose, c'est que il y a les 5 indications d'hygiène des mains, et ça, c'est slide تاع l'OMS. Elle recommande de faire d'hygiène des mains avec friction d'alcool hydrogel avant le contact avec le patient. Ensuite, avant le geste aseptique, زيت en bas, après le risque d'exposition à un liquide biologique, le sang, les urines, etc. En bas, après le contact de patient, lorsque vous le quittez, et après contact avec l'environnement de patient. Et c'est fréquent, comme ça, les médias, malheureusement, c'est qu'on n'a pas fait aucun geste avec le patient, mais on a touché quelque part le bord du lit ou quelque chose comme ça, et il y a un risque qu'on va transmettre les germes. Infection à bactéries multirésistantes, déjà, elle est en augmentation, malheureusement. Et elle a beaucoup d'impact sur la morbidité, ça veut dire les complications, sur la mortalité, c'est le décès, et même en matière de coûts d'hospitalisation, avec augmentation de séjours hospitaliers. L'épidémiologie des infections bactériennes a été profondément modifiée par l'émergence des bactéries devenues résistantes à de nombreux antibiotiques. Et donc, BMR, c'est quoi? C'est défini comme une bactérie résistante à au moins 3 classes majeures d'antibiotiques. Par exemple, c'est bon, un germe, Klebsiella, par exemple, pneumonia, c'est bon, résistant aux céphalosporines, résistant aux macrolides et résistant aux quinolones. Ça définit que même ils sont sensibles aux autres, c'est déjà une bactérie multi-résistante. Voilà, une bactérie multirésistante, exactement, BMR. Et on a les PMR, non, BMP, bactérie, non, c'est l'essentiel. Je cite l'abréviation, qu'il y a une autre abréviation. L'essentiel, c'est l'équivalent d'une résistance à tous les antibiotiques. Et déjà, il faut connaître un peu que ça existe et heureusement pour l'instant, c'est rare. Mais l'OMS prévoit, c'est qu'en 2030, c'est qu'on risque d'avoir l'augmentation de ces BMR déjà et même les bactéries qui sont pas sensibles à aucun antibiotique. Pourquoi? Parce que les résistances à mes d'eau de façon plus rapide que l'innovation et la fabrication des antibiotiques. Donc, d'où l'intérêt de faire très, très attention à cet aspect. Voilà. Mhm. Ça, c'est les chaînes les mécanismes plutôt de résistance avec les cibles d'antibiotiques. Donc, les germes qui sont plus fréquents, ça dépend des services, hein. Déjà, quand j'étais résident, il y avait le Pseudomonas aeruginosa et le staphylocoque résistant à la méticilline. Au les canaux dominants sur le terrain. Maintenant, on a d'autres. On a l'Acinetobacter baumannii, ou là, où est le premier suivi par هذوما les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre étendu ou à carbapénémase. Et donc, les BLSE. Et donc, هذوما ولاو plus fréquents et plus virulents. Et du feedback comme حاجة, c'est que parfois, on a des infections qui sont
qui sont pas acquises à l'hôpital, qui sont ailleurs. On dirait qu'elle est communautaire, mais lorsqu'on fait le malade, on l'admet pour cette infection, on fait des prélèvements, on trouve que ce sont des germes nosocomiaux. L'explication, c'est quoi? C'est que les germes nosocomiaux, malheureusement, ils sont en train de sortir dans la ville et dans notre vie par plusieurs mécanismes, par le personnel de santé et même par les visiteurs et même par les hospitalisations de courte durée. Et le patient sort où il devient colonisé, il risque de contaminer une autre personne. Et cette personne, si elle est fragile, l'infection, elle va commencer. Il faut faire une différence entre la résistance ou bien la pathogénicité. Pas forcément quels sont qui met l'Acinetobacter. Pour un immunocompétent, même si on le porte, machin, etc., le risque d'avoir de l'infection, c'est très, très faible, mais pour la personne qui le porte. Par contre, ce germe-là, s'il vient chez un patient qui est fragile, il va le tuer. Pourquoi? Parce que l'immunité déjà, elle est diminuée. En parallèle, ما عندكش beaucoup de choix en matière d'antibiotiques. C'est pour ça on a de la mortalité. Voilà, pour le BMR, ce sont les mesures d'hygiène classiques, l'isolement de patients. Et comment on va l'isoler? C'est par penser à faire de l'écouvillon en cas de facteur de risque et surtout le bon usage des antibiotiques. L'automédication, l'utilisation abusive des antibiotiques sont même pas sont des raisons scientifiques et le fait qu'on est en train de consommer les antibiotiques de cette façon et on est en train de provoquer l'émergence des bactéries résistantes. C'est pas que la médecine qui est impliquée, il y a même l'agriculture, l'élevage, tout ça, c'est impliqué parce qu'on utilise les antibiotiques, l'agriculture, on utilise surtout les antibiotiques aussi pour l'élevage des poulets, machin. Et donc, on risque de consommer des antibiotiques. Et le fait que je consomme des antibiotiques, je vais avoir ma flore, elle sera perturbée et je peux avoir de l'infection ABMR à distance ou là, pour contaminer un patient par des bactéries multirésistantes. Voilà, donc on a fini et si vous avez des questions, voilà. Bon, j'espère que c'était pas très lourd, surtout le soir. Voilà, c'est pas évident, je sais, Merci beaucoup, mais, docteur. mais je vous en prie, je vous en prie. Enfin, s'il n'y a pas de questions, vous avez le mail sur le cours, donc il n'y a aucun souci. Si vous aurez des choses qui sont pas claires, ou etc. Parce que c'est un cours qui est difficile, hein, c'est trop chargé. J'ai essayé de le condenser au max et voilà. Voilà, donc bonne soirée et je vous en prie. Et on se voit jeudi, Inch'Allah, avec un cours qui est important aussi, qui est le choc septique. Le fameux choc septique. Voilà, merci et au revoir.